expliquer la démarche du travail qu'on va faire. Après, je vais vous remettre les travaux que vous allez faire. Et le mois d'avril, lorsque je serai là, c'est-à-dire là, je vais vous consacrer 4 séances. Avril, on va effectuer les stages. Même si vous aurez les stages, donc par exemple, on va s'organiser de façon à ce que les séances soient faites, par exemple, en fin de semaine. Maintenant, le samedi, c'est tout le monde sera disponible. On s'organise. Par exemple, moi, je ne vais pas effectuer le stage ici sur Meknes. Vous allez être à la casa. Samedi, vous pouvez le déplacer. Ça c'est normal. Maintenant, on va essayer de voir tout le monde et on va essayer de nous organiser donc, de la façon à ce que ça va arranger tout le monde. D'accord? Bon, c'est quoi ce que je vais faire avec vous? C'est ça ce qui est important. La logistique, donc, ça va venir après. C'est-à-dire comment on va s'organiser. Donc, ça, c'est quelque chose qui va venir après. Écoutez bien. Allez, vous entrez. Il s'appelle synthèse de comptabilité, synthèse de fiscalité, donc surtout pour les gens qui font finance comptabilité. Mais ça, j'ai prévu de faire avec tout le monde, parce que c'est intéressant, que ce soit pour les finances comptabilité ou bien les banques. Le travail, ça consiste en quoi? Je vais vous remettre des situations. Ça veut dire que je vais vous mettre en situation comme si vous êtes en face de votre patron. D'accord? Ou bien, vous allez être dans un cabinet de conseil, dans une banque, dans une entreprise, et vous allez jouer le rôle vraiment d'un manager. D'accord? Soit en tant que consultant, soit en tant qu'auditeur, soit en tant que directeur administratif financier, soit en tant que contrôleur de gestion, etc. Donc les cas que je vais vous distribuer, ils sont de deux sortes. Je vais faire avec vous 2 cas comme étant quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise. Et 2 cas, donc vous allez jouer le rôle de quelqu'un de l'extérieur. La plupart des gens qui viennent de l'extérieur, c'est des consultants extérieurs. C'est-à-dire soit vous êtes auditeur, soit vous êtes un consultant en matière d'organisation, en matière de, je sais pas, donc de mettre en place des procédures au sein de l'entreprise, ou bien l'entreprise fait appel à vous pour améliorer ses performances. Là, c'est un volume. Donc vous intervenez en tant que consultant externe. C'est un autre, c'est-à-dire vous mettez une casquette de consultant externe. De l'autre côté, je vais vous mettre dans des situations où vous allez être à l'intérieur de l'entreprise. Et, c'est-à-dire votre directeur, votre chef de service, votre, je ne sais pas qui, il va vous demander un travail tout en analysant une certaine situation. Vous allez vous mettre dans une situation, dans l'entreprise a un problème. Un problème peut-être d'organisation, elle a un problème fiscal, elle a un problème donc, des coûts, etc. Et vous allez diagnostiquer la situation, vous allez l'analyser, mais ce qui est le plus important, ce qui est attendu de vous, c'est de donner des recommandations. Donc lorsqu'on vous recrute dans une entreprise, on ne vous recrute pas uniquement pour faire une tâche, non. On vous recrute pour solutionner des problèmes, et c'est ça ce qui est important. Donc faites très attention, je suis recruté dans une entreprise, il faut que je donne ma valeur ajoutée. Donc votre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est ce que vous allez apporter à cette entreprise en termes de solution. Donc, tu as un problème, tu vas l'identifier. La première des choses, comprendre le problème. C'est quoi mon problème? Donc, dans les cas que je vais vous donner, ça veut dire la plupart du temps, vous êtes dans un entretien avec un responsable. C'est-à-dire votre directeur, il vous appelle, il vous dit, voilà l'entreprise, elle est dans une telle situation, vous avez les documents comptables, vous avez un projet, vous allez l'analyser, et vous allez comme... Le directeur, généralement, il ne vous dit pas le problème de façon directe. Il vous dit, voilà, notre projet pour les 3 années prochaines, c'est donc l'extension de l'entreprise. Actuellement, nous avons un problème de financement. Nous avons un problème de personnes. Donc, quels sont les problèmes qui sont là? Problème d'investissement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui proposer de faire une analyse de l'investissement, une étude de marché, etc., etc. Il te dit, mais en même temps, on a un problème de financement. Donc, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Tu vas analyser la situation financière, un plan de financement, un budget de trésorerie, etc., etc. Et puis, tu vas lui proposer la formule de financement la plus convenable. En même temps, il va vous dire, nous allons faire l'extension de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que tu penses? À quoi? Recrutement du personnel, l'organisation va grandir. Donc, lorsqu'on va recruter, qu'est-ce qui va se poser comme problème?
tu augmentes les... Non, avant même les charges. Il faut chercher des profils adéquats. Lorsqu'on les recrute, qu'est-ce qu'on va faire? Les former. Lorsqu'on les recrute et on les forme, on doit payer les salaires. Lorsqu'on paye les salaires, qu'est-ce qui va avec? Les charges sociales, les retenues à la source, fiscalement, etc. etc. D'accord? Donc, moi, je vais vous mettre dans cette situation et je voudrais bien. C'est-à-dire, je vais vous évaluer dans mon travail. Je vais vous évaluer qu'est-ce que vous avez retenu comme comptabilité. Et je vais vous poser des problèmes comptables. Lorsque je dis investissement. Pour moi, en tant que responsable, je m'attends à ce que vous me parliez de la vanne, etc., de la rentabilité de l'investissement. Mais comptablement, je m'attends à ce que vous me parliez de l'investissement en tant qu'immobilisation corporelle. Je m'attends à ce que vous me rappeliez les problèmes d'amortissement. Je m'attends à ce que vous me rappeliez les problèmes fiscaux de l'investissement. D'accord? Je m'attends à ce que vous me parliez des charges fixes, des charges variables et l'impact. Et là, donc, je suis en train de parcourir tous les cours que vous avez fait. Comptable, fiscal, les coûts, c'est les comptabilités analytiques, performance, contrôle de gestion. Est-ce que vous voyez donc ce à quoi je veux aboutir? Donc, je voudrais, dans les cas que je vais vous exposer, à ce que vous me démontrez, comme si je suis votre patron, vous me démontrez que vous êtes compétent. Et je vais vous analyser, donc vous évaluer sur la base de vos compétences. Qu'est-ce que vous avez comme compétences? Ça veut dire que tu as passé 3 ans dans une école, mon cher ami, est-ce que demain, lorsque tu demandes un salaire, tu vaux bien ce salaire? Est-ce que tu as la compétence nécessaire pour te vendre? Il faut que tu saches vendre ta compétence. Et là, ça serait une occasion pour que tu puisses voir, est-ce que vraiment, maintenant, tu arrives à une phase de synthèse. Au départ, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Étudier la comptabilité à part, comptabilité analytique à part, fiscalité à part, gestion à part. Maintenant, qu'est-ce qu'on te demande? Regrouper le tout. Donc, tu vas me le regrouper et tu vas me le restituer et c'est à moi d'évaluer ça. D'accord? Donc, je vais vous mettre à 2 niveaux, comme j'ai dit. Niveau interne, là vous êtes consultant interne, un cadre intermédiaire au niveau de l'entreprise, etc. Et puis je vais vous mettre dans une situation où vous êtes un intervenant externe. Les compétences qu'on demande pour quelqu'un qui est à l'intérieur, elles sont différentes des compétences qu'on demande à quelqu'un qui est de l'extérieur. Je vais vous dire les choses sur lesquelles on met l'accent en premier lieu au niveau interne et au niveau externe. Ben, si tu es en interne, première des choses, en tant que gestionnaire, je mets l'accent sur quelqu'un qui a une formation en finance, comptabilité, banque, etc., etc. Donc, première des choses, comptabilité. Vous devez avoir beaucoup de connaissances. Tout gestionnaire, quelle que soit sa nature, il doit avoir une connaissance sur la comptabilité. Qu'est-ce qu'on entend par comptabilité? Comptabilité générale, comptabilité de société, réglementation comptable, etc., etc. D'accord? Vous devez avoir des connaissances en comptabilité de gestion. Ça, c'est la comptabilité financière. D'accord? Il y a la comptabilité de gestion. Comptabilité de gestion. Mais c'est quoi la comptabilité de gestion? Tout ce qui est comptabilité analytique en premier lieu, gestion budgétaire, contrôle de gestion. Donc lorsque tu es en interne, on attend de toi à ce que tu aies un ensemble de compétences au niveau minimum, il faut que tu les saches, il faut que tu connaisses. C'est-à-dire lorsque quelqu'un te dit écart, ben, ton directeur, tu mets des prévisions et tu mets les réalisations, le minimum des choses, il va te demander d'expliquer les écarts, parce qu'il va te tracer des objectifs. Et il va évaluer ta performance sur la base des écarts. Donc c'est très important. Donc c'est tout un cadre à connaissance. Tu dois avoir également des connaissances en matière de finance. Parce qu'on va faire appel à toi pour un conseiller, par exemple, ton directeur, il fait appel à toi, il te dit on va avoir du financement, analyse-moi la situation financière, donc tu dois connaître les outils de diagnostic financier, politique financière,
Ingénierie financière, oui monsieur. Quelque chose que nous avons en nous, on le néglige au niveau du travail. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Le respect de la hiérarchie, le respect des principes de conduite, etc., etc. Ça, c'est quelque chose, lorsqu'on est étudiant, on s'en fout carrément. Mais lorsqu'on se met au travail, on va comprendre que ça veut dire l'éthique. Secret professionnel. Tu travailles chez quelqu'un, tu ne vas pas travailler le jour, et l'après-midi, tu es au café, est-ce que ça se fait comme ça? Non. Non, ça c'est le secret professionnel. Et tu es tenu de respecter le secret professionnel. Oui, monsieur. C'est le sujet de cette séance. D'accord. La responsabilité juridique du banquier. Du banquier, c'est très La important. responsabilité juridique du banquier. Et le secret professionnel, c'est une variable importante qui peut interrompre le contrat de travail. Ou bien le contrat que tu as avec une entreprise. C'est-à-dire si une entreprise te confie quelque chose, et puis tu divulgues l'information, tu peux être poursuivi en justice. Tu as une certaine responsabilité. Parce que tu as un contrat avec l'entreprise, soit en tant que consultant, soit en tant que travailleur, soit. Donc tu ne peux pas. Hein? Donc voilà. Donc ces deux éléments, l'éthique, c'est quelque chose de très important. L'éthique. L'éthique, ça intervient ici. Tu vois? Donc, quelqu'un m'a parlé de management, environnement. Tu dois connaître ton environnement de travail. Tu dois connaître ton environnement concurrentiel. Tu dois connaître les techniques d'organisation. Tu dois avoir les techniques d'organisation. Tu dois avoir un esprit, je dirais, plus large. Ça veut dire que tu raisonnes court terme, mais il ne faut pas oublier l'impact de tes actions sur le long terme. Donc, un esprit, soi-disant, intégré. Hein? Tu ne raisonnes pas uniquement à travers une seule chose. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes arrivé à un stade où vous allez maintenant combiner tout le savoir que vous avez. Donc, ça, c'est la perspective intégrée, un esprit intégré. Là, tu raisonnes court terme, mais tu raisonnes en même temps long terme. Lorsque tu recrutes une personne, lorsque tu achètes une machine, est-ce que c'est quelque chose qui concerne uniquement le court terme? Non, la machine, c'est de l'investissement, c'est un flux de trésorerie qui sort immédiatement. Mais dans le long terme, c'est des flux de trésorerie qui rentrent, parce que tu vas l'amortir, ça va générer des coûts, ça va générer de la production, on va vendre, il y aurait des recettes. La machine, peut-être elle est performante, c'est une technologie nouvelle, ça a un impact sur la performance, la compétitivité, etc., etc., etc. Donc là, je vais vous faire tourner un petit peu à travers toutes les matières que vous avez vues. Ou à l'esprit, c'est pas facile de le développer. C'est-à-dire, si tu te mets vraiment dans ces 4 séances, et tu vas vraiment investir du temps dans ces 4 séances, après cela, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as étudié, ça peut servir à quelque chose. Et puis dans les entreprises, ce profil des gens qui ont cet esprit intégré, c'est un profil très recherché. Et là, c'est parce que l'individu, il devient un passe-partout. Il est dans le comptable, mais si tu en as besoin dans le commercial, il est en même temps dans le commercial. Si tu en as besoin dans un autre service, il est toujours là. Mais chez moi, moi, je sais faire que ça. Tu vois? Donc le profil, il est très, très recherché. Donc si tu as ce profil et tu arrives à valoir donc, ces connaissances, donc, tu révises la comptabilité générale, tu révises la comptabilité analytique, tu révises la finance. Bon, c'est nous qui avons fait. Mais tu vas revenir au cours de management de première année, hein, l'économie, hein, comportement du consommateur, comportement du producteur, la notion de coût, la rationalité. Il y a Kachizito. Et voilà, c'est le moment. Non, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Ça veut dire un mois. Là, j'ai préféré donc vous donner les outils maintenant et vous laisser pendant un mois. Ça veut dire un mois. Tu prends le temps d'y aller. Et puis chaque fois, tu reviens à un petit... Je connais entre nous, les cours de notre première année. Hein? Les cours dialectes bien faits, tout ça, dans des calepins. Bravo. Je connais
Qui a toujours ces documents de première année? On a les documents d'Yalim que la première année de la fac en 1985. Ça, profil financier, comptable, etc. Ben, ils vont intervenir en tant qu'auditeurs, la plupart du temps. Auditeurs, soit auditeurs financiers, soit auditeurs opérationnels. Je ne vois pas un auditeur financier, un auditeur opérationnel. Un auditeur financier, c'est quelqu'un qui intervient pour certifier les comptes. Donc, lorsque tu interviens pour cette machine certifiée, bien évidemment, mais vous allez travailler peut-être avec un grand cabinet, je ne sais pas, d'expertise comptable. Donc, tu vas intervenir en tant qu'auditeur junior, auditeur senior, etc., etc. C'est comme ça qu'on évolue. Ben, lorsque tu interviens en tant qu'auditeur junior, c'est quoi ton travail? Hein? Les anomalies significatives. Les anomalies significatives. D'accord? Donc, ton rôle, c'est de détecter les anomalies. Tu vas travailler sur quoi? Sur les états financiers, sur les états de synthèse, bilan, CPC, etc., sur les journaux, les grands livres, etc. Donc, première compétence que tu dois maîtriser, comptabilité. La comptabilité avec toutes ses composantes. Comptabilité financière. Dans la comptabilité de gestion, c'est rare où on te fait intervenir, c'est rare. Parce que la comptabilité analytique, le contrôle, gestion, etc., ce n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Donc, ce qui fait les auditeurs externes, ils n'accordent pas une grande importance à la comptabilité analytique, sauf si on leur demande d'intervenir en tant que consultant externe pour améliorer les performances de l'entreprise. C'est-à-dire, on fait appel à toi, on te dit, voilà, vous allez examiner nos performances, et puis vous allez nous recommander quelque chose. Et là, vous êtes obligé d'intervenir sur ça. Donc, pour toi, c'est une compétence secondaire en tant que... Mais du moment qu'on va l'avoir ici, c'est pas grave. D'accord? Tu dois avoir également des compétences en matière d'audit. Obligatoirement, tu dois connaître les techniques d'audit. Pourquoi? Parce que même si tu ne fais pas l'audit, tu dois obligatoirement connaître les techniques d'audit. Parce que dans les techniques d'audit, tu fais la prise de connaissance de l'entreprise. Obligatoirement. Dans toute mission, tu dois prendre connaissance de l'entreprise. Deuxièmement, tu dois mener un diagnostic. Soit un diagnostic opérationnel ou financier. Si tu es dans la finance, purement audit, là, tu vas examiner les états financiers. Mais si tu es dans l'audit opérationnel, ça veut dire dans l'amélioration des performances, tu es obligé de connaître les points forts, les points faibles, etc. etc. Tu vois? Donc, tu es obligé de connaître les techniques d'audit. N'oubliez pas une chose, que l'audit, c'est le métier qui est le plus organisé. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de chercher midi à 14 heures. Tu as des normes nationales, tu as des normes internationales. La charte d'audit, oui, au Maroc, on appelle ça la charte d'audit. D'accord? Mais vous avez les normes nationales, vous avez également les normes internationales. Et c'est la même chose. Les ISA, par exemple, les ISA ou bien les normes nationales ou la charte d'audit, c'est la même chose. Sauf que là, on parle international, et là, on parle national. Et puis là, vous avez les livres de 0 jusqu'à 7, et là, vous avez les chapitres de 0 jusqu'à 8. C'est une adaptation, c'est tout. Quoi d'autre? Comptabilité, audit, fiscalité. Les auditeurs, ils accordent une grande importance au côté fiscal. Et là, je dis, lorsqu'on élabore les états financiers, on élabore les états financiers en tenant compte en même temps de la fiscalité. Et là, je vais te dire un bilan. Pourquoi tu fais un bilan? Pourquoi tu fais un bilan? Et là, je vais te dire un bilan. Pourquoi? Pour avoir la situation annuelle de l'entreprise. Avoir la situation annuelle de l'entreprise, très bien. Pour connaître les résultats. Mais en même temps, pour payer les impôts. les impôts. N'oublie pas que l'État, c'est un associé, Barak. Oui. L'État, il prend 30%, il prend 38%, il prend 20%. L'État prend plus que toi. Il prend 20% au niveau de la TVA et il prend 30% sur l'IS. l'IS. Bon, je parle de manière générale, sans parler des exceptions. Donc, chaque État fait de là. Presque la moitié. Et voilà.
ou la CNSS qui est à et puis les GR sur salaire qui est à L'amour. tu vois? Donc ce qui fait, ça te reste 30 ou 21 en tant que actionnaire. Donc l'État, il est plus actionnaire que toi. Est-ce que tu vois? Il est actionnaire majoritaire. Donc, et si tu présentes un bilan qui ne représente pas la situation fiscale comme elle se doit, tu as le risque vérification. Et s'il y a le risque de vérification, révision, pénalité, etc. Amende. Or, mon rôle, lorsque j'interviens au niveau externe, est-ce que tu es un comptable? Pourquoi lorsque tu crées une entreprise, tu vas voir un comptable ou là un expert comptable? Pour minimiser les Non, la première des choses, maintenant, pour être en règle, Éviter les risques. pour être en règle, ça veut dire, lui, il connaît les délais, il connaît les dates, et puis il va m'épargner ce souci de garder les dates. Donc, maintenant, en tant qu'auditeur, la première des choses, je vérifie est-ce que la comptabilité, elle est sincère, elle est fidèle, etc. Donc, la sincérité de la fidélité. C'est quelque chose de très important. Est-ce que la comptabilité présente l'image fidèle? Je dis l'image fidèle, réalité. Ça veut dire, les factures dialogues, les paiements conformes, ce qui a été dans les factures, je peux le vérifier, etc. Ça veut dire la sincérité et l'image Fidèle. Donc la comptabilité doit présenter l'image Fidèle. L'objectif, là, c'est pas toi. Lorsque tu es en interne, ce qui t'intéresse, c'est pas la fiabilité. Ce qui t'intéresse, c'est la pertinence. Je ne veux pas dire la pertinence ou la fiabilité. Et là, ce qui t'intéresse le plus, c'est là. Lorsque je suis externe, ce qui m'intéresse, c'est la comptabilité ou la fiabilité. Ça veut dire que les factures dialogues, elles sont correctes. Tu t'appuies sur des pièces justificatives. Lorsque je suis en interne, c'est différent. Moi, je fais la comptabilité pour la prise de décision. Donc, il faut que l'information que je présente aux gens, il lui permette de les aider à prendre des décisions. Donc, ce n'est pas l'administration des impôts qui va prendre les décisions à ma place. C'est moi. Donc, une information, elle est utile ici, et elle est pertinente si elle te permet de prendre les meilleures décisions. Et là, l'administration fiscale, elle ne s'intéresse pas à ta pertinence. Est-ce que tu peux justifier ce que tu as produit? Tu me dis que j'ai un bilan qui présente des actifs de temps. Est-ce que tu peux justifier ça? Comment tu vas le justifier? Pièce justificative. Tu vois, l'objectif, il est différent. Donc, on a parlé d'audit, on a parlé de fiscalité. Fiscalité, c'est quelque chose de très important. Ben, lorsque vous sortez d'une école, c'est-à-dire un bac plus 3, ou un bac plus 4, ou même un bac plus 5, on ne s'attend pas de vous à ce que vous soyez des experts. Ça m'a de très très haut niveau. C'est vrai que tu dois être expert dans un domaine, mais on ne te demande pas d'être un praticien à 100%. Mais au moins que tu aies la capacité qui te permet de devenir un bon praticien. Ça veut dire, si je vais te recruter, je dois toucher en toi que lorsque je parle TVA, lorsque je dis par exemple TVA, ben je m'attends à ce que l'étudiant, il comprend qu'est-ce que ça veut dire la TVA récupérable, il comprend qu'est-ce que ça veut dire la TVA facturée, il comprend qu'est-ce que ça veut dire le régime de l'encaissement, il comprend qu'est-ce que ça veut dire le régime de TV, il comprend qu'est-ce que ça veut dire demander une exonération, il comprend les délais, il comprend les dates. Alors, est-ce que je m'attends de lui? Est-ce qu'il peut m'aider à produire une déclaration qui me permet d'optimiser l'impôt? Là, c'est ce que je m'attends de lui. Ça, c'est les objectifs allant. Ça veut dire lorsque tu deviens vraiment un expert métier, exactement. Parce qu'après expérimenté. Ben, lorsque tu vas évoluer dans l'échelle de la carrière, tu es obligé de te spécialiser. C'est-à-dire, là, je parle de ça, mais avec le temps, tu vas te retrouver spécialiste, par exemple, en contrôle de gestion. Avec le temps, tu vas te retrouver spécialiste en finance. Avec le temps, tu vas te retrouver spécialiste en audit. Spécialiste en fiscalité. Parce que tu ne peux pas tout faire. J'ai dit, ça c'est le profil qu'on cherche à un certain niveau, mais après, c'est à toi de trouver ton chemin, d'accord? Donc, c'est ça ce que je vais vous demander. Est-ce que vous avez compris ça? Oui.
cas. Je vais vous montrer un cas. Si vous n'avez, je vous demande des excuses. Non, non, absolument. Parce que je t'ai c'est USB, c'est ça? USB. Là, il n'y a pas de PDF ici, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Voilà un exemple, parce que j'ai improvisé, je n'ai pas ramené mes outils, mais j'ai improvisé. C'est-à-dire j'ai pris un cas au hasard. J'ai pris un cas au hasard. Ben, je vais faire une petite lecture comme ça. Ben, parce que les cas, donc, je vais les adapter. Je vais les adapter. Maintenant, le terme CGA, ça signifie que vous êtes expert comptable. Bien? Le terme CGA, ça signifie que vous êtes expert comptable général agréé. D'accord? Le terme CGA, donc j'ai dit, il signifie que vous êtes expert comptable. Donc, là, tu te mets dans la peau d'un interne ou externe. Tu es interne ou externe? Tu es expert comptable, directeur administratif financier. Interne et externe. Là. Non, tu es expert comptable. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un titre, comme si tu dis docteur, comme si tu dis ingénieur, etc. Tu es ingénieur, mais tu es directeur de la production. Tu es interne ou externe? Interne. Donc, situe-toi. La première des choses, lorsque tu lis le cas, tu dois te situer. Je suis en interne ou en externe? Parce que le langage que tu vas véhiculer, ça serait différent. Et puis ce qu'on cherche de toi, c'est différent. Et là, donc, vous êtes, première des choses que vous allez faire, écoutez bien. Je vais vous donner 3 clés. 1, 2, 3. C'est une règle que vous pouvez l'appliquer partout. Comme ce qu'on dit, le quoi, le pourquoi, le comment. Vous vous rappelez de la règle de cartésienne, le quoi, hein? Il y a le quoi, le pourquoi et le comment. Lorsque tu sais de quoi il s'agit, tu comprends pourquoi, le comment devient facile. Donc, la même logique, le quoi, le pourquoi, mais on va l'adapter autrement. Je fais facile ici? C'est bon? Moi, je vais vous dire autre chose, c'est-à-dire, au lieu de dire le quoi, le pourquoi, etc., on va parler un langage beaucoup plus professionnel. On va dire, premièrement, il faut identifier le problème. Identifier, donc, il y a 2 choses. Premièrement, je dois m'identifier. Moi, quel est mon rôle dans ce cas? Dans cette situation, quel est mon rôle? On a fait appel à moi, pourquoi? Un client, lorsqu'il fait appel à vous, on regarde la question. En étant un CGA. Alors, qu'un CGA, qu'un docteur, qu'un médecin, qu'un ministre, qu'un maritime. Donc, le client, lorsqu'il fait appel à vous, il a un besoin. Et il s'attend, un conseil de votre part, ça veut dire qu'il s'attend à une solution. Et il est prêt à payer. Il est prêt à payer. Lorsqu'on paye, est-ce qu'on vous paye gratuitement? Absolument pas. Donc, tu dois lui rendre un travail de Qualité. Professionnel. Donc, il faut, exactement, c'est ça le terme, il faut que tu remettes aux gens un travail professionnel. C'est-à-dire, si toi tu es fiscaliste et il a fait appel à vous en tant que fiscaliste, il faut que vous montriez, il faut que vous démontriez vos compétences. C'est le moment où vous allez démontrer à votre client que moi je suis compétent, je suis fiscaliste. Donc, et tu dois lui donner le conseil convenable. Et là, nous allons nous baser beaucoup plus sur le conseil écrit. Ça veut dire que c'est comme si le client il fait appel à vous. Et vous allez, en retour de la situation, donc vous allez lui faire un conseil écrit. Ça se fait donc la plupart du temps, on fait un rapport. Lorsqu'on fait un travail au niveau d'une entreprise, on fait un rapport, on fait une note, on fait une lettre. Ou bien un mémo, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, on fait un rapport, on fait une lettre, ou bien une note. La note, généralement, on l'utilise au niveau interne. Le rapport, c'est au niveau interne. Les lettres et les correspondances, donc ça passe. Donc, un compte rendu, non. Un compte rendu, c'est l'objet d'une réunion. Ça veut dire que tu relates un petit peu. Dans le compte rendu, c'est différent. Peut-être que vous avez fait ça dans les techniques de communication. Oui. Le compte rendu, c'est quoi?
Ça veut dire que tu as un objet, tu as des personnes qui ont été présentes, tu as un ordre du jour, il y a un débat et il y a des questions. Tu vois? Ça veut dire qu'il a donc ont été présents monsieur X, Y, etc. L'ordre du jour, etc. Ils se sont réunis à 9h, etc. On a vérifié la feuille de présence, rien ne se pose problème. On a discuté point numéro 1, tout le monde a dit oui, etc., etc. C'est comme ça qu'on travaille. Tu vois? Mais une lettre, c'est différent. Tu dois avoir les normes de la lettre. De, à, le, objet, etc. Monsieur, madame, suite à notre réunion, je me permets de vous, etc., etc. Et puis tu termines par veuillez agréer l'expression, je sais pas, ou bien cordialement, ou bien. En tout cas. C'est vous qui allez nous montrer que vous avez bien compris. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est à vous maintenant de me démontrer que vraiment vous maîtrisez ces outils. Donc, là, on vous a exposé, c'est comme si on vous expose le problème dès le début. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes expert comptable, etc., chez le cabinet tel, la société modeste s'est adressée à vous pour un mandat dire. Donc, premièrement, je dois identifier mon mandat. Qu'est-ce qu'on demande de moi? C'est quoi ma mission? Hein? Le mandat ou bien là? C'est quoi ma mission? Je suis qui? Qui suis-je moi? Hein? Je suis la personne qui? Là, on me dit vous êtes expert comptable. C'est bien. Et on me dit la société modeste s'est adressée à vous pour que vous lui prépariez un rapport de mission d'examen. Vous savez ce que c'est la mission d'examen? En audit, il y a 3 missions. Dans le domaine de l'audit, vous avez 3 missions. Soit une mission d'audit, soit une mission d'examen, soit une mission de compilation. Vous avez fait l'audit, non? On ne vous a pas parlé de ça? Hein? Oui, les types de missions. L'audit bancaire. Hein? Une mission d'auditeur. L'audit bancaire. Ah, donc Thomas, c'est les banquiers, d'accord. Mais en matière d'audit, vous avez 3 missions. Une mission de certification, c'est-à-dire une mission d'audit. Je dis la mission d'audit. Ça veut dire que tu dois donner une opinion sur les états financiers. Hein? Une opinion claire. Ça veut dire je certifie que les états financiers sont sincères, fidèles et présentent la réalité. Ça, c'est une opinion, sans réserve. Ou bien tu donnes un avis défavorable, ça veut dire que les états financiers ne représentent pas la sincérité, etc., etc. C'est un avis clair et net. Ça, c'est une mission d'audit. Et tu assumes la responsabilité de ton opinion. Quelle est une mission d'examen? Lorsqu'on fait une mission d'audit, ça veut dire que le niveau d'anomalie est très faible. Ça veut dire que tu certifies que les états financiers ne comprennent pas d'anomalie significative. Il se peut qu'il y ait des anomalies. Mais que dans le global, les états financiers sont bons. Une mission d'examen, tu exprimes une opinion en sens négatif, tu ne fais pas d'analyse. Donc c'est un avis, mais c'est un avis uniquement sur les états financiers de manière générale. Oui, tu n'as pas une grande responsabilité. Et il y a une troisième mission, ce qu'on appelle les missions de compilation. Donc il y a l'audit, l'examen et... Voilà, non, il y a l'examen. Donc audit, ça veut dire 100%. Il y a une assurance élevée. Qu'est-ce que ça veut dire une assurance élevée? Ça veut dire que tu vas donner une opinion comme quoi les états financiers sont bons ou pas bons. Les gens te font confiance. Maintenant, lorsque tu parles d'examen, l'examen c'est une assurance faible. Ça veut dire qu'il se peut que les états financiers ne soient pas fiables, mais moi j'ai donné une opinion, non, globale. C'est très bien. D'accord? Donc, assurance faible. Ça veut dire que les gens ne doivent pas se référer trop à mon avis. Assurance faible. Ou quand il a la mission, compilation. La compilation, je ne dis rien. Tous les comptables font la compilation. D'accord? Tous les comptables. Là, il n'y a pas la compilation. Il n'y a aucune assurance. D'accord? Aucune assurance. Ça veut dire que tout le monde peut faire une
وهذا هو الفرق بين les comptables experts comptables ou les comptables actifs. Les comptables, ils font les missions de compilation. Par contre, les experts comptables, ils mènent soit une mission d'audit ou donc باش يمكن لك دير l'audit ou l'examen خصك تكون expert ماشي غير expert comptable ça veut dire عندك الدبلوم لا expert comptable inscrit à l'ordre مقبول لدى هيئة المحاسبين لا ماشي المعتمدين الخبراء المحاسبين donc c'est différent هذه لا ماشي مشكل donc qui suis-je moi et maintenant qu'est-ce qu'on me demande ça fait je peux effacer ça donc il a عرفتي راسك qu'est-ce qu'on te demande et quel est ton rôle ça fait donc le travail est bien c'est très important donc là on vous demande il a besoin de ce rapport donc un rapport de mission ça veut dire qu'on a fait appel à vous on t'a touché à cabinet vous allez avec votre cabinet et vous allez préparer une mission je te dis que la phase préliminaire de la planification d'une mission d'audit, la prise de connaissance de l'entreprise, l'observation, etc., etc. Donc là, tu es dans cette phase. Et puis tu vas discuter avec le responsable de l'entreprise, je ne sais pas, parce que tu es obligé d'avoir un entretien. D'accord? Au départ, vous allez sentir que c'est un peu difficile. Très difficile même. Là, imagine, tu vas passer de l'esprit matière à l'esprit synthèse. Ça veut dire qu'en même temps, tu vas utiliser des documents comptables, des informations comptables, des informations fiscales, etc. غادي ندير معكم une lecture d'un paragraphe. Dans ce paragraphe, je vais faire ressortir quelques problèmes. Mais c'est vous qui allez les faire ressortir. Je ne vais pas lire tout le cas. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je vais parler à non, c'est le travail. Ça fait la page de l'élève. C'est bon. C'est la page, une seule page. Donc, une seule place. C'est pas donc, j'ai bien compris que je suis quoi? Qui? Je suis expert comptable. Et je vais intervenir au niveau de l'entreprise en qualité d'auditeur pour une mission d'examen. Très bien, c'est ça? C'est bon? Maintenant, je demande le travail à faire. Le travail à faire. D'abord, le travail à faire, voilà l'examen. L'examen, commencez par travail à faire. Parce que lorsque tu lis le travail à faire, immédiatement tu reviens à ce que tu structures tes réponses en fonction du travail à faire. Travail à faire dans une lettre. Donc tu vas écrire quoi? Un rapport, une note quoi? Une lettre. Ça veut dire que je vais te corriger déjà sur le lettre. Je vais te corriger sur mission d'examen. N'oublie pas ça. Tu es expert, tu es externe, tu n'es pas interne. Je vais corriger ça. Ça veut dire que lorsque tu vas me remettre la lettre, moi je vais faire attention à ça. Donc, dans une lettre, oubliez 700, 800 mots, ça veut bien dire. Adressé au contrôleur. Le contrôleur, c'est le terme, ça veut dire le directeur administratif financier. Le terme contrôleur, ça signifie directeur administratif financier. Monsieur Pierre, etc. Répondez à ces propositions de mission d'examen et de travail, de consultation. Donc, tu as deux missions. Tu as la mission d'examen, mais tu vas faire la mission de consultation. Est-ce qu'il y a une indépendance là-dedans? Il y a un problème de conflit. Tu fais et la consultation et la mission d'examen. Il faut se baser sur la mission pour donner... Non, je ne peux pas répondre parce qu'il faut le lire. Non, vraiment, lorsque tu es dans une société, par exemple, cotée en bourse, tu ne peux pas en même temps auditer et consulter. Parce que c'est contradictoire. Ça ne te met pas dans une situation d'indépendance. Et l'auditeur, il doit être indépendant. D'accord. Donc, je suis en mission de consultation, mais en même temps, je fais l'audit. Est-ce que c'est pas contradictoire? En traitant, excusez-moi, je suis un peu dur, en traitant notamment la question de mode de rémunération. C'est un point qui devient important. Expliquez-lui les principales caractéristiques d'une mission. J'ai une question. Lettre, le format lettre.
Tu vas lui parler, donc vous allez répondre à ses propositions. On va lire, et puis vous allez lui parler du problème de... Ben, lorsque tu vas rémunérer le personnel, donc tu as les salaires, c'est des charges, tu as les... Tu as les cotisations sociales, tu as quoi? Les impôts. La retenue à la source. Tu vas lui parler des délais au global, ça veut dire que la retenue à la source doit être versée avant telle date. Au global, les retenues donc, au niveau de la CNSS, ça va être... Parce que tu vas faire une mission d'examen. C'est la précision, l'audit. Bien, c'est ça? Donc, nous, on a compris qu'est-ce qu'on nous demande. Donc, on est auditeur, mission d'examen, on va faire de la consultation, et puis on nous dit de lui envoyer une lettre dans laquelle on va lui parler des problèmes de rémunération, et en même temps, on va répondre à ses préoccupations. Voilà, je vois des préoccupations qui... Je vais être très sévère au niveau de ces quatre séances. Vous allez me supporter pendant 4 séances, donc c'est bon. Mais je vais être très sévère. Non, je vais être très sévère. Parce que c'est là où je vais voir, c'est une évaluation personnelle, là où je vais voir vraiment est-ce que vous avez retenu quelque chose. Oh. Madame Marcy, c'est le moment maintenant. C'est le moment. Non, moi, ce que je vous donne, je vous ai dit au départ, je vous ai dit que c'est impardonnable. Par exemple, une chose. C'est impardonnable, par exemple, pour un étudiant, lorsque tu lui parles du coût complet, il ne comprend pas ce que ça veut dire le coût complet. Lorsque tu parles à un étudiant du seuil de rentabilité, il ne comprend pas ce que ça veut dire le seuil de rentabilité. Ça, c'est impardonnable. C'est une question que j'ai posée à des séances. Laval, j'ai été choqué. Goulou Laval. Ah oui. Qui est Laval? Hein? C'est quoi Laval? Non, là-bas, c'était pour les dépenses d'investissement. والله إلا تشوف. شي مازال تكتشف في الحقيقة غير سير توصلتي لافال C'est l'investissement, les cash flows moins l'investissement. Très bien. Donc, mais si tu arrives face à ton patron d'expliquer ça, que Laval c'est un indicateur de rentabilité, c'est un indicateur de performance pour l'investissement, c'est les cash flows moins les dépenses d'investissement, etc. C'est excellent, c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Lorsque tu me dis le seuil de rentabilité est devenu en tête, tu me dis c'est la marge sur coût variable qui couvre les charges fixes, c'est excellent. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, c'est des petites choses il faut que ça devienne un réflexe chez vous. C'est du tapotage. Tu vois? Mais comment s'approfondir là-dedans, c'est à toi de le faire. Oui? Donc on va lire. Et je vais lire et en même temps je vais mettre le point sur les points plus importants. Vous êtes expert comptable chez le cabinet Duval, Fabre, etc. La société Modeste s'est adressée à vous pour que vous lui prépariez un rapport de mission. Là on vous dit un rapport de mission et en bas on vous dit une lettre. Quelle est la chose qui domine? C'est le travail à faire. Donc tu vas envoyer une lettre à qui? Au directeur administratif financier. Donc retiens cette idée. Au départ on t'a dit un rapport de mission. Maintenant on vous dit une lettre. Donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Ben, c'est la lettre qui domine. Tu vas faire la lettre au directeur administratif financier. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut lire le travail. Donc relatif à l'exercice se terminant le 31 décembre. Donc tu as dépassé le 31 décembre et tu vas examiner les états financiers de l'exercice passé. Bien. Elle a besoin de ce rapport pour appuyer une demande d'augmentation de sa ligne de crédit. C'est très important. Donc ça veut dire que c'est la banque qui demande l'examen. C'est la banque qui exige que les états financiers soient certifiés. Exactement. Donc, il y a comme un responsable d'entreprise, que la banque, elle me demande des états financiers. Est-ce que j'aurai l'intention de manipuler les états financiers ou pas? Oui. Parce que j'ai un besoin. Comme ça, j'ai encore quelqu'un d'autre un besoin. Et puis c'est la banque qui le demande. Donc en tant qu'auditeur, le premier réflexe législatif, c'est que l'entreprise elle a intérêt à montrer de très beaux états financiers. Et au Maroc, vous savez, on a 3 états financiers.
L'état financier pour moi en tant que dirigeant, l'état financier que je donne à la banque et l'état financier que je donne au fisc. Donc faites attention. Là, c'est un point très intéressant. Ça veut dire, dans mon analyse, je dois prendre en considération cette variable. Donc, la banque, elle demande les états financiers certifiés. Pierre, Laure, etc., le contrôleur de Modeste, c'est le directeur administratif. Le terme contrôleur, ça signifie directeur administratif et financier, vous a informé qu'il ne croit pas que les états financiers présentent de problèmes quelconques. Là, c'est le jugement dialogue. Vous voyez, il juge que les états financiers sont bons. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, vous, tout est bon. Mais moi, en tant qu'auditeur, c'est moi qui va examiner les états et puis je vais donner mon jugement indépendant. Outre la mission d'examen, l'ORG veut également connaître votre opinion sur son projet de modifier la politique comptable de... Donc, là, il te demande une mission consultation. Bon, consultation. Au départ, la mission d'examen, c'est une mission réglementée. Ou Hadi, c'est une mission Consultation. Consultation. Est-ce que tu peux être juge et partie? Est-ce qu'en matière d'audit, tu peux être juge et partie? Non, je dois jamais. C'est contradictoire. Moi, veut également connaître, donc, parce que là, vous allez répondre à cette préoccupation, c'est ça? Donc, il veut connaître votre opinion sur son projet de modifier la politique comptable relative aux méthodes d'amortissement. Donc, il veut modifier les amortissements. Est-ce que c'est possible, comptablement, qu'on modifie les amortissements d'une année à l'autre? Oui ou non? Comment? Est-ce qu'on peut modifier les méthodes d'amortissement d'une année à l'autre? Oui ou non? Oui, on peut les modifier parce que dans les états de synthèse, là, dans l'éthique, le A... Non, attendez, je remets la machine au... Vous avez donc au niveau des états d'information complémentaires, les états d'information complémentaires de type A. A1, A2, A3. A1, c'est les principales méthodes. A2, c'est les dérogations et les modifications. Et les 3, je crois, c'est les changements de méthode. Donc tu as la possibilité de changer de méthode. Mais il y a des règles. Ça veut dire, si tu vas lui dire, tu peux changer, tu dois respecter des règles, parce que tu dois mettre une note en éthique, en état d'information complémentaire. Tu dois montrer pourquoi tu changes, comment tu changes, et quel est l'impact sur la situation financière et le résultat. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. Donc là, lorsque tu réponds comme ça, tu donnes l'impression que tu es professionnel. Tu lui dis, écoute, oui, c'est possible, mais la modification doit être motivée. Deuxièmement, on doit la mentionner dans les états d'information complémentaires. Et troisièmement, on doit indiquer le changement. Ça touche quoi? Relatif donc aux méthodes d'amortissement dans le prochain exercice. Ça veut dire dans l'exercice qui suit. Ce qui par conséquent ne fait pas partie de la mission d'examen. Ça, c'est autre chose. Jusqu'à maintenant, Modeste a utilisé le taux et les montants d'amortissement fiscal. Donc, au Maroc, on utilise le taux d'amortissement fiscal, il n'y a pas de problème. Dans ces rapports financiers. Toutefois, par suite de pertes fiscales, c'est ça, de la société et de ses activités de planification fiscale, l'amortissement dont elle s'est prévalue a été, dans plusieurs cas, inférieur au maximum permis par la loi d'Inde. Les pertes fiscales, comment on les traite? Fiscalement, comment on traite les pertes? Les pertes fiscales sont reportables pendant 4 ans. Les pertes fiscales dues à l'amortissement, elles sont reportables indéfiniment. Est-ce que c'est clair? Tu dois lui dire que les pertes fiscales, elles sont reportables 4 ans. Ça veut dire que si j'ai une perte de N-4, je peux l'imputer sur le résultat de cette année. Vous avez vu le passage du résultat comptable au résultat fiscal? Le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Si. Donc, lorsque vous passez du résultat comptable au résultat fiscal, donc vous prenez résultat comptable plus intégration, moins déduction, moins les reports déficitaires. Les reports déficitaires, c'est les années passées, 4 ans. Mais pour l'amortissement, non, c'est indéfini.
Je suis sûr, ça c'est la première règle du calcul du résultat fiscal. Un professeur, il le fait sans qu'il passe par ça. C'est tout. Modeste a utilisé les mêmes. Qu'est-ce qu'il dit? La modeste a utilisé les mêmes montres d'amortissement au fin fiscal pour aucune information à donner. Après avoir recueilli de l'information sur les durées d'utilité des actifs, ça ne vous intéresse pas. Monsieur Loche, le directeur administratif financier, a jugé que l'information financière nécessitait l'emploi d'un taux d'amortissement inférieur. Tout ça, ça ne nous intéresse pas trop. Il souhaite également que la charge d'amortissement soit uniforme. Donc, on propose l'amortissement linéaire. On lui dit également que tu as la possibilité d'utiliser l'amortissement dégressif. Si on utilise l'amortissement dégressif, qu'est-ce qu'on doit utiliser avec? Un coefficient. Exactement. Et puis ça donne lieu comptablement à quoi? Quand on dit l'amortissement dégressif, c'est l'amortissement linéaire multiplié par un coefficient, ça te donne lieu à une provision pour amortissement dérogatoire. La provision pour amortissement dérogatoire, c'est une charge déductible fiscalement. C'est très intéressant. Non, si vous trouvez que c'est pas plus 3. Pas plus 3, je sais. Les gens, lorsqu'ils vont vous recruter dans une entreprise, ils s'attendent à ce que c'est toi qui vas être l'interlocuteur des experts comptables. Pas les premières années. Là, non, j'ai dit, vous devez avoir le minimum. Mais lorsqu'on dit amortissement dérogatoire, vous ne connaissez pas l'amortissement dérogatoire. L'amortissement est déductible. Tu ne sais pas que ça donne lieu à une provision. C'est grave. Hein? C'est grave. C'est grave. Hein? Non, non, vous pouvez vous arrêter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, pourquoi je voulais lire ce cas? J'ai voulu lire ce cas avec vous pour vous dire ce que j'attends quand il m'a tiré la main. لا هو راك ناضي استاذ هنا. D'accord? Donc, c'est ça ce que j'attends c'est-à-dire à ce que vous développiez un minimum d'esprit. Lorsque je vais vous donner la solution, par exemple, je ne voudrais pas que vous arriviez à atteindre un niveau de 100%. Mais tu vas faire le premier cas, le deuxième cas, troisième cas, quatrième cas, tu vas te sentir que tout a changé chez toi dans la tête. Je t'assure qu'au bout de la quatrième séance, tu vas dire vraiment ce que j'ai étudié, ça doit être intéressant. Et lorsque tu te sens que ce que tu as étudié, c'est intéressant, tu vas te développer toi-même. Ça, trotter le chemin. Tu vois? C'est du clic. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est je te mets en marche, et puis c'est à toi de jouer le rôle. Monsieur, juste en matière d'orientation, nous on est orienté à façon banque, ingénierie financière. ما تخافش غادي نولي معاك البنك غادي نهضر معاك على لي كريدي وغادي نهضر معاك على لي امبورطاسيون لي ريسك دو شونج اتسيتيرا وهذا هو لو رول ديالنا. C'est parce que si tous les cas. لا 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 deux cas c'est externe, deux cas c'est interne. Et moi je vais sélectionner les cas de façon à ce que toi, banquier, tu te retrouves là-dedans. Ben, tu vas être en banque et par exemple, on va te parler de financement. C'est ton rôle ou c'est pas ton rôle? On te dit l'entreprise fait de l'importation-exportation. C'est ton rôle ou c'est pas ton rôle? Tu vas te retrouver avec des incoterms. Tu vas te retrouver avec des risques de change. Comment couvrir le risque de change? Comment tu conseilles l'entreprise de souscrire une assurance ASMAEX? Comment tu... فهمتيني هذا هو le réflexe. Et c'est ce qu'on attend de vous. Tu vois? Bien, je continue. Il souhaite également que la charte d'amortissement soit uniforme, c'est clair. Donc là, tu lui préconises l'amortissement linéaire. Donc, tu lui dis qu'il y a la formule de l'amortissement dégressif, etc. Mais, puisque tu souhaites que ça soit linéaire, il est permis par la loi. Il n'y a pas de problème. Non, et on est auditeur. J'ai pris Hada au pif. Franchement, je suis arrivé là, donc j'ai dit à Antoine, donc je vais faire un tirage, pour l'internet, j'ai fait un tirage, et puis je vous ai ramené ça.
Il souhaite également que la charte d'amortissement soit uniforme, de sorte que Modeste puisse faire état de résultats comptables plus homogènes, ça veut dire pour que ça soit révisé, et satisfaisante, et satisfasse ainsi la banque. La banque populaire régionale a informé Modeste que le taux qui s'applique à sa ligne de crédit, la ligne de crédit, et bien si tu veux présenter un bilan à une banque pour demander une ligne de crédit, qu'est-ce que tu dois faire? Scott, خلينا نشوفوا البنكي. Oui. Non, c'est toi qui vas présenter les documents comptables à ta banque pour demander une ligne de crédit. Qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, les états des 3 derniers exercices. Non, 3 derniers exercices, les 3 années, les bilans des 3 années. Deuxièmement, l'utilisation de la ligne au cours de l'année. Moi, je dis en dépassement, mais je dis en dépassement, etc. Quand tu demandes une ligne de crédit pour cette année ou pour l'année prochaine? Là, généralement, on la demande pour l'année prochaine, la ligne de crédit. Les lignes de crédit, ça veut dire les découvertes, facilités de caisse, caution, etc. On les anticipe pour l'année prochaine. Donc, la banque doit travailler avec toi sur l'année. Donc, exploitation prévisionnelle. Quelles sont les règles pour que tu établisses ton exploitation prévisionnelle? Bilan prévisionnel, compte exploitation prévisionnelle, les besoins prévisionnels, l'évolution du fonds de roulement, etc. C'est le raisonnement qu'on attend de vous. D'accord? Donc là, ton client, tu dois le conseiller ça. Tu lui dis, puisque tu demandes une ligne de crédit, ben, tu es obligé de présenter les états financiers examinés, certifiés, etc. Mais n'oublie pas que l'année prochaine, tu dois présenter un bilan prévisionnel, un compte d'exploitation prévisionnel, un budget de trésorerie, etc. Le budget des achats, le budget des ventes, etc. Gestion budgétaire. Non, le banquier, si on avait les banquiers, ben lorsque tu vas venir au banquier avec des documents précis et un langage précis, il sait que tu sais à quoi tu t'en tiens. Mais donne-nous un bilan ramé le hagda et puis, je ne sais pas, prenez une ligne de crédit. Ben justifie-moi ton besoin. Moi j'étais en banque. C'est-à-dire lorsque tu viens et tu arrives à me convaincre, moi j'arriverai à convaincre le comité de crédit. C'est sûr. La dernière fois, lorsque je vous ai fait évaluation de projet, je ne sais pas, je vous ai dit, ne pensez pas financement au départ. Pensez déjà projet. Lorsque tu montes ton projet, l'argent, ça viendra. C'est sûr, si tu es convaincant, l'argent, tu l'auras. الفلوس ماشي صعاب اللي يعرف يجيبهم. اللي يعرف يجيبهم. اللي يعرف يجيبهم. لا سهلين جاتكم زوينة. اللي يعرف يرحل الوزير. سي بون. Donc la ligne de crédit. N'oublie pas que tu as des compétences financières. Tu dois avoir des compétences financières. Modeste, le taux qui s'applique à sa ligne de crédit serait plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire pour le banquier un taux de crédit plus élevé? Qu'est-ce que ça veut dire un taux de crédit? L'année tu étais à 10, ou d'abord en tant que banquier, vous serez à 12. شنو le risque d'intérêt pour le crédit? Risque, شنو le risque اللي قلت؟ Quel risque y a-t-il dedans? Risque de crédit. Risque de crédit. Contrepartie. Pourquoi il y a de risque de contrepartie ou risque de crédit là-dedans? Parce que ton exploitation présente du risque. Le banquier ne t'a élevé le crédit que parce que, en tant qu'entreprise, tu présentes plus de... Donc, pour réduire ton risque, qu'est-ce qu'il te faut? Tu dois faire un effort au niveau de ta solvabilité, au niveau de ta relation, de ta compétitivité, etc. Un problème managérial, organisation, exploitation, etc. Donc je dois me demander pourquoi le banquier il a élevé le taux. Le banquier ne peut élever le taux que si toi tu présentes un coefficient d'endettement très élevé. Ou bien ton activité est une activité à risque. C'est très important là. Je continue. Et donc, un taux plus élevé si elle affiche d'importantes fluctuations de résultats. عرفتي علاش نبغى l'amortissement linéaire?
Parce qu'il veut avoir... Non, non, écoute, il y a quelque chose de très important, fluctuation. Le résultat. Fluctuation. Qu'est-ce que ça veut dire une activité qui présente des fluctuations? Hein? Ça veut dire qu'il y a trop de changements. Les banquiers aiment les activités matures. Ça veut dire lorsque tu es dans une phase de maturité, le banquier il aime ça. Mais lorsque tu es dans une phase de croissance et il y a trop de changements, le banquier n'aime pas ça. Tu vois? Non, mais le réflexe que tu dois avoir. Non, je fais parler le texte. Je fais parler le texte. Ça veut dire le banquier a élevé le taux à l'âge parce que fluctuation. C'est le coût de risque. Oui. Donc il y a un risque. C'est bon? Donc tu dois conseiller ton client à consacrer donc un peu d'effort au niveau de l'exploitation. D'accord? Il faut qu'il se concentre également sur la compétitivité de ses produits. Il faut qu'il se concentre sur son organisation. Il faut qu'il assimile son environnement. Tu vois? Je continue. Monsieur le directeur financier, etc., aimerait, il s'inquiète, il veut savoir tous ces termes. Ça veut dire, toi, le conseiller, tu dois répondre à ça. C'est une préoccupation. Moi, lorsque je dis ça m'inquiète quelque chose, donc c'est à toi de répondre. Lorsque je dis j'aimerais savoir, c'est à toi de répondre. Conditionné. Tu vois? Donc, faites attention à ces termes, aimerait, veut savoir, il s'inquiète, il veut, etc. Tout ça, ça veut dire votre mission. Donc, il aimerait également connaître votre avis sur certaines questions relatives au contrôle interne. Contrôle interne, vous avez vu ça? Les procédures, tout ça. Hein, contrôle interne? Oui. Donc, on va créer la signe de mais sinon, non, écoutez, écoutez bien. Non, que vous soyez dans l'audit bancaire, l'audit financier, le contrôle interne, vous en aurez besoin. Il a une idée sur le dispositif de contrôle interne. Oui. Un minimum, c'est ce qu'on demande. Savoir définir ce que c'est que le dispositif de contrôle interne. Le contrôle interne, l'objectif, c'est de préserver le patrimoine de l'entreprise, la sécurité de l'information, la qualité de l'information, etc. D'accord? C'est bon? Oui. Donc, il voudrait avoir votre avis sur le contrôle interne. Ça veut dire comment on contrôle l'entreprise, comment on gère l'entreprise du point de vue procédure. Qui ont récemment fait surface chez Modeste, il a découvert l'existence d'un écart entre les prix négociés verbalement par les acheteurs et les prix figurant sur les bordereaux de livraison et les factures. Donc, il a un problème où? Il a un problème, ça veut dire qu'il négocie un prix, les acheteurs ils vont négocier un prix, et puis après il se retrouve avec, s'il vous plaît, avec un prix autre. Maintenant, j'ai convenu avec mon fournisseur d'un prix de 10 000, et après je trouve 9 000 ou 11 000 sur la facture. Donc là, tu dois lui proposer de mettre en place une procédure. À trop de l'eau, par exemple, les fournisseurs, il faut qu'ils te donnent des devis écrits, et sur la base du devis, toi, tu vas comparer les devis par rapport au bon de livraison. Tu dois mettre en place un système de contrôle au niveau de la livraison, un bon de réception, et puis donc on confirme le bon de devis avec le bon de livraison, et puis la facture. C'est le dispositif de contrôle. Voilà le dispositif de contrôle interne. Tu vois? Il est également préoccupé. Qu'est-ce que ça veut dire préoccupé? Ça veut dire que tu dois répondre à cette préoccupation. Tu dois avoir une idée sûre. Voilà. Préoccupé par le fait que la société a reçu des matières et des factures qu'aucun acheteur n'aurait autorisé. Donc, pardon, excusez-moi. Hein? Je connais toujours cela. Donc, ça veut dire qu'il doit désigner un responsable d'achat. Clair et net. Parce que l'homme, c'est n'importe qui paye de la commande. Il faut un responsable d'achat. Clair et net. Donc, là, un problème de contrôle interne au niveau de la fonction. À titre d'honoraire, c'est pas trop grave. Le FNOS. Salaire. La rémunération. Bien ça.
À titre d'honoraire pour la mission, le directeur financier vous a proposé l'équivalence nette. Il vous a proposé l'équivalent de 12,5% de l'écart entre la nouvelle limite de ligne de crédit et la limite actuelle. Donc, toi, tu vas mener une mission légale. Une mission légale d'audit, d'examen. Et lui, il te dit, si j'obtiens la limite avec ton rapport d'examen, je te donne 12,5. C'est-à-dire qu'il va présenter ce travail au public. Oui, mais le problème, il va au-delà, parce que tu ne peux pas, moi, mon opinion doit être indépendante. Ça veut dire que tu dois me payer, que tu obtiennes ta ligne de crédit ou pas. Que je donne un avis favorable ou défavorable. Tu dois payer, donc tu dois lui dire attention. Notre rémunération en tant qu'auditeur ne dépend pas de l'octroi. Parce que si tu me donnes 12% sur la ligne, tu me mets dans une situation de conflit d'intérêts. Et moi, je ne peux pas te représenter en même temps, je serai représentant de l'entreprise et en même temps auditeur. Sinon, je ne serai pas indépendant. Tu vois? Donc là, tu dois répondre à ça. Tu dois lui dire que notre mode de rémunération en tant que cabinet d'audit doit être indépendant de toute considération d'octroi. C'est un problème d'éthique. C'est bien ça. C'est un problème d'éthique. D'accord? Quoi d'autre? Pour ce qui a trait aux deux autres aspects, il vous propose de vous payer à l'heure selon votre horaire. Là, c'est bon. Le reste, c'est bon, parce qu'il va nous payer à l'heure. Vous voyez donc un petit peu ça. Là, c'est un cas. Donc, tu as eu un entretien, par exemple, avec un directeur administratif et financier, et puis il t'expose tous les problèmes. Et maintenant, chère mademoiselle, chers messieurs, donc c'est à vous de rédiger une lettre. Hein? Une lettre. Donc, que vous allez soumettre à cette personne-là. Il y a Cassim. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Pour voir est-ce que... Hein? Oui, 18h 19 et Cassim, on avait, donc je suis désolé donc, pour ça. Mais je vais vous lire, donc, je vais vous lire la réponse directement, je vous donne la réponse. Je suis donc radioer le téléphone ça. ولا حاجه شفت Bien. Bon, attends, le format de lettre classique, les 4 fois, donc du cabinet tel, la date, à monsieur, l'objet, etc. Donc, c'est-à-dire le style habituel. Je vais lire quand même. Et en même temps, vous allez voir que la personne a répondu pratiquement à toutes les préoccupations. Voilà ce qui vous est demandé. En tant que personne qui a une certaine formation, qui a un certain bagage, c'est-à-dire le bagage que tu as acquis, tu dois l'utiliser. Et tu démontres à la personne que tu maîtrises ce que tu dis. C'est bon? Donc, Duval, mademoiselle, contraire. D'accord. Donc, je retire. Le cabinet, etc., le 17 octobre 2000XYZ, monsieur, donc à l'attention de monsieur, je ne sais pas, monsieur Pierre, etc., société, l'adresse, monsieur. D'accord? C'est la forme habituelle. Le cabinet Duval, etc., apprécie que vous ayez pensé à lui pour vos besoins en comptabilité. Avant d'envisager d'accepter la mission que vous nous proposez, nous devons cependant discuter de la formule proposée d'établissement des honoraires. Et là, le cabinet, parce que c'est un problème d'éthique. Ou lorsqu'il s'agit de problèmes éthiques, je ne peux pas faire ça parce que c'est contraire à mes principes. J'ai à me discuter ouvert. Et puis après, on dit, ah non, c'est parce que c'est contraire à mon éthique. Non, non, si c'est quelque chose, c'est pas éthique, c'est pas éthique. Par contre, là, c'est pas logique. Il fait la réclamation sur l'éthique, puis par la suite, il lui fournit la lettre. Donc, du coup, même s'il n'est pas d'accord sur les honoraires... Non, il n'est pas d'accord sur la formule, mais il va lui proposer peut-être une autre formule. Si elle n'arrange pas, il a déjà donné la lettre. La lettre, à l'écrit, tu le prépares. La lettre, c'est la lettre dans laquelle tu vas identifier, etc. Mais là, ça veut dire, lorsqu'on vous présente un truc comme ça, généralement, lorsque l'entreprise vient, il fait appel à vous, vous vous entretenez avec elle, ça veut dire qu'elle est déjà, vous êtes à un stade très avancé. Généralement, vous êtes d'accord, ça veut dire, sans lui, au lieu de dire 12%, vous allez lui dire non, nous, on veut bien être payé à l'heure.
rapidement les filles. Avant d'envisager d'accepter la mission que vous nous proposez, nous devons cependant discuter de la formule proposée d'établissement des honoraires. Les honoraires qui dépendent des décisions prises par des personnes, etc., vous n'êtes pas obligé d'écrire avec un style aussi perfectionniste que celui-là. Les honoraires que vous proposez ne nous conviennent pas pour raison d'éthique. Nous vous proposons de les établir sur la base horaire. Stop. 2-3 mots, clair, net, etc. Et puis le message est bien passé. C'est clair. Donc les honoraires qui dépendent des décisions prises par des personnes utilisant une information comptable officielle telles que des rapports de mission d'audit ou d'examen ne sont pas permis par la profession comptable. Cela s'explique du fait que les honoraires conditionnels, ça veut dire c'est une condition. Je te donne 12% à condition que ça se fait pas. Ça se fait pas. Oui. Ben, les honoraires conditionnels mineraient l'indépendance exigée des comptables exerçant l'expertise comptable et la crédibilité de leur rapport aux yeux des tiers, tels que les créanciers. Là, c'est le banquier. Par conséquent, nous ne pouvons accepter un paiement calculé en pourcentage de l'augmentation de la limite du crédit. Normalement, pour un rapport de mission, voilà, tu lui proposes la solution. Normalement, pour un rapport de mission d'examen, notre cabinet facture à l'heure ou selon un tarif fixe négocié. D'accord? Donc là, tu as éclairci les choses. Ça veut dire que tu n'es pas resté dans la confusion. Quoi d'autre? Les deux méthodes sont acceptées par la profession. Peu importe le but de l'examen, nous sommes tenus de nous conformer aux normes d'examen, etc. L'examen exigera la collecte d'une quantité importante d'éléments probants. Vous savez que ça veut dire des éléments probants, des éléments de preuve. Les éléments probants, ça veut dire des éléments de preuve, oui, de justification. Des éléments probants sur lesquels appuyer nos conclusions. Il nous faudra parvenir à un certain niveau d'assurance. Tout à l'heure, j'ai parlé niveau d'assurance élevé, faible, etc. En ce qui a trait aux états financiers. La collecte des éléments probants consistera à nous familiariser avec vos activités, parce qu'il faut connaître l'activité de l'entreprise. Donc, ce n'était pas de l'information, c'était une séance. Il y a qu'à se mettre. Ah oui, par excellence. Vous soumez une séance. D'accord. Non, je ne vais pas là. Je vais vous ramener dans 4 séances mises à part séance. Peu importe le but de l'examen, nous sommes tenus de nous conformer aux règles de l'audit, etc. L'examen exigera la collecte d'une quantité d'éléments probants sur lesquels appuyer nos conclusions. Il nous faudra parvenir à un certain niveau d'assurance, ce qui a fait aux états financiers. La collecte des éléments probants consistera à... Bon, tout ça, c'est du langage qui vous dépasse. Donc, dans le cadre de la mission d'audit, nous devons exprimer notre opinion. Et puis nous sommes responsables de l'opinion, c'est tout. Si vous dites déjà ça, moi ça me suffit là. Je suis fier. Bien, je passe. Une fois notre travail achevé, nous vous présentons un rapport de mission. Ça veut dire que tu lui dis que lorsqu'on va faire le travail, on va quand même vous donner un rapport d'examen indiquant l'étendue de notre examen, le cas échéant, toute information susceptible de n'être pas conforme aux normes qui s'appliquent. Des explications seront fournies à l'égard des secteurs au sujet. Le terme secteur, ça ne signifie pas secteur d'activité, mais secteur, ça signifie, dans la partie de la comptabilité, il y a plusieurs secteurs. Par exemple. Tu as les achats, tu as les ventes. Lorsqu'il dit secteur, il parle par exemple d'une catégorie de comptes. Voilà. Des secteurs, j'étais où? Des explications seront fournies à l'égard des secteurs au sujet desquels nous exprimons des restrictions et de l'incidence de ces éléments, étant donné que vos états financiers annuels seront soumis à un examen pour la première fois. Nous devons également en informer les utilisateurs. Qui sont les utilisateurs? La banque, les actionnaires, le fisc, etc. etc. Compte tenu de l'analyse qui précède, il nous est possible. Hein? C'est ça. J'ai dit qu'une fois notre travail achevé, j'ai lu ça, c'est ça. Compte tenu de l'analyse qui précède, il nous est possible d'accepter la mission parce qu'il n'y a aucun problème qui nous est proposée.
nous serions en mesure de commencer le travail sur ce projet dès la réception d'une copie signée de la lettre de mission. Parce qu'on ne peut pas démarrer une mission de guide sans avoir signé la lettre de mission. La lettre de mission, je veux dire, il y a un contrat. Un contrat pour une entreprise, entre vous et l'entreprise. Elle a un contrat dans lequel... Ordre de mission. Ordre de mission, exactement. Veuillez noter que cette lettre comprend les services, la responsabilité, etc. On rappelle. Cette mission ne vise pas à parvenir à détecter les erreurs, des fraudes, etc. Nous serons heureux de discuter de tout ça. Mais j'aimerais bien que vous compreniez que là-dedans, il n'a pas donné de conseil. Il n'a pas donné de conseil. D'accord, il a uniquement négocié. Donc, Il est en phase de négociation. voilà, il est en phase de négociation. Ça veut dire tant que la lettre de mission n'est pas signée, Il n'y a pas d'ordre de mission. C'est l'ordre Il n'y a pas de mission. qui déclenche en mission. donc tant que je n'ai pas signé le contrat avec vous, donc il n'y a pas de conseil à donner. Voilà. Donc c'est clair, non, il faut que tu saches que le moment où tu vas être consultant, je me rappelle bien, écoutez bien, je vais vous dire une petite chose. Je me rappelle bien, lorsque j'ai ouvert le cabinet en 98, un jour je me suis plaint auprès d'un professeur, mon professeur d'ailleurs, qui avait un cabinet depuis 1980, etc. Je lui dis, je ne sais pas, professeur, les gens ils viennent chez moi, et puis ils ne reviennent plus. Qu'est-ce que tu leur dis? Lorsqu'ils viennent, ils me posent un problème, je leur dis, c'est pas grave, c'est facile, on ne va pas traiter. Et après, tu leur dis les honoraires. Oui. Puisque tu dis c'est facile et après tu dis les honoraires, tu te contredis parce qu'un travail facile, ça doit être payé au moindre coût. Il faut dire que, donc ne dit ni facile ni difficile, on verra le travail, mais on ne donne pas les honoraires maintenant, ça veut dire au fur et à mesure qu'on verra l'ampleur du travail. Tout en formalisant. Payé. Puisque tu dis c'est facile et après tu lui dis 10 000 ou 20 000 dirhams, comment se fait-il que le bonhomme il me dit facile et après il me facture 20 000? C'est ça là. Et après tu me factures 20 000 dirhams. D'accord? Non, mais ça lâche exactement. Ça veut dire qu'il faut avoir l'art de négocier. Je continue. Je vais dépasser certaines choses. Outre la mission d'examen, je pourrais également vous être utile dans d'autres domaines. Le marketing. Il est en train de le démarcher. Voilà le marketing. Donc, je suis auditeur, mais je peux être utile dans d'autres choses, dans d'autres domaines, notamment en étudiant vos contrôles internes. Alors, c'est à les contrôles internes, mais je ne peux pas te donner immédiatement ce que tu dois faire. Tu vois? Ça fait le contrôle interne, tu dois faire ceci, cela, etc. Toi, tu as un problème, moi, je suis là, je peux être utile. Qu'est-ce qu'il va dire? Vos contrôles internes relatifs au stock, aux achats. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, et de manière générale. Sinon, on a des possibilités pour renforcer vos contrôles. Par exemple, l'utilisation des bons commandes, prénumérotés, l'établissement d'une procédure de suivi à l'aide d'Excel, Access, etc., etc. Il y a qu'à citer. Il importe, lorsqu'on établit des procédures de contrôle interne, que les parties concernées en soient informées. Ça veut dire que la tête d'une procédure, tu informes ton fournisseur, s'il vous plaît, personne ne va passer la commande, c'est mademoiselle telle, la seule qui est habilitée à faire des commandes. Ça fait, c'est tout. Donc, on soit informé et qu'elles conviennent toutes que ces mesures faciliteront le fonctionnement. Est-ce qu'il a donné quelque chose? Non, il lui a donné uniquement Les gros titres. les gros titres, voilà. Nous pourrons aborder votre situation particulière à cet égard lors d'une prochaine rencontre. Ça veut dire, moi, en tant que consultant, quand elle a une autre mission de consultation. Je ne vais pas tirer toutes mes balles en même temps. Je démarche. L'audit, c'est une chose, l'examen, c'est une chose, les procédures, c'est une chose, c'est des produits que je vends, c'est des services. Financier aussi, non? Donc, les contrôles internes, on en a parlé, il y a que c'est ça. Bon, là je ne vais pas revenir sur ça. Les amortissements, mais là, par contre, j'aimerais bien en parler. Bien que le taux d'amortissement fiscal soit généralement supérieur au taux d'amortissement économique, etc., même bon, là je vais parler dans le cas marocain, je ne vais pas parler de... Maintenant, le cas marocain a un amortissement linéaire, un amortissement dégressif. Lui, il veut que la situation soit
Donc tu lui proposes l'amortissement linéaire. Et puis tu lui dis que tu as l'amortissement dégressif, ça permet ceci, cela, etc. Et puis il veut changer de méthode. Tu lui dis, si tu changes de méthode, tu dois le mentionner dans les cas d'information complémentaire, etc., etc. Donc, si vous modifiez la politique d'amortissement du précédent exercice, donc pour nous, cas de la banque, c'est-à-dire si tu changes de méthode, tu dois mentionner c'est quoi le changement de la méthode, tu dois le mettre dans les états d'information complémentaire et l'impact sur la situation financière. Je passe, j'espère que je vais terminer. Ah, c'est bon. La prudence, donc j'ai parlé d'amortissement. La prudence exige, entre autres, que les actifs soient présentés à leur valeur amortie, parce que c'est normal, si tu changes d'amortissement, c'est-à-dire ça a un impact sur la valeur nette comptable. Et par conséquent, donc, au niveau des actifs, tu dois tenir compte de ce changement sur la valeur nette comptable. Donc c'est pour cela qu'on parle de ça. À leur valeur amortie, si l'entreprise ne s'est pas prévalue d'amortissement suffisant dans le passé, bon, dans le cas marocain, si tu n'as pas amorti suffisamment dans le passé, tu ne peux pas le dupliquer, donc tu le laisses à la fin de la période. Donc c'est ça ce qu'il dit. Nous serons heureux de vous aider tant dans la mission d'examen que dans le travail de ceci, cela. Veuillez agréer, monsieur, l'expression des salutations de saint. Donc veuillez agréer mes salutations. Voilà, merci. Donc c'est ça ce que je vous demande. Ça, je vous ai présenté un modèle. Mais je ne m'attends pas à un niveau de perfectionnement aussi élevé. Mais n'oubliez pas, non, n'oubliez pas une chose. Je sais que vous avez tous des défaillances au niveau de la langue française, écrite, etc. et tout ça. Mais lorsque je vais vous donner un travail et vous allez le faire, faites en sorte que vous n'allez pas le donner au professeur Moussa. Non. C'est le patron d'ILM qui va te donner l'argent en fin de mois. N'oublie pas une chose, ça veut dire si tu ne fais pas un bon rapport en fin de mois, on te remercie, on te dit monsieur, il a qu'un nom élégant, ils vont te laisser jusqu'à la fin du mois. Si les gens étaient élégants. Mais sinon, ils vont te dire, pour le rapport, il te dit merci. Et alors, merci. C'est pas pour avoir j'ai dit merci.